Mrs. Lydie Eyre, very active member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe from Luxembourg, and I myself admire her very much. Please, you have the floor. Thank you, Mrs. President. Quand on pense au sujet qui nous est proposé pour cet après-midi, on pense qu'il s'agit essentiellement de questions liées au statut de la femme. C'est-à-dire, pour que son autonomie soit entière, il faudrait qu'elle ait les mêmes droits de gérer ses biens, d'hériter des biens, de gérer la famille, les comptes communs, etc. Et c'est d'ailleurs le domaine dans lequel il y a le plus de réserves à la Convention européenne, à la Convention sur l'élimination des discriminations entre les hommes et les femmes. Les réserves les plus fréquentes se situent à ce niveau. On pense aussi à la façon de concilier la vie privée à la vie publique, puisque apparemment, naturellement, la charge du travail à la famille incombe à la femme. Ce qui fait comme résultat que malgré le fait que 3/4 du travail qui est accompli dans le monde est fait par les femmes, elles ne gagnent qu'une partie infime du salaire gagné dans le monde et elles sont propriétaires d'un seul % des richesses du monde. C'est pour cette raison que plutôt que de parler conciliation de vie privée avec la vie de travail, je voudrais accentuer ma brève intervention sur le partage du travail non rémunéré, du travail rémunéré, qui, à mon avis, est une question tout aussi importante que celle du statut de la femme, parce que concrètement, cela veut dire que l'autonomie de la femme dépend en fait d'un autre partage de travail que celui qui existe à l'heure actuelle. Pour faire des choix en toute liberté sur le partage du travail rémunéré et du travail non rémunéré, je pense que le premier élément important est que la femme soit libre de décider, de discuter de son sort. Cela veut dire qu'il faut d'abord éliminer toute violence dans la famille. La violence domestique est en effet non seulement pour tous les membres de la famille, mais surtout pour la victime principale qui est dans plus de 80% des cas l'épouse dans une famille, est l'obstacle majeur à l'expression, à la libération et à l'autonomisation des femmes. Pour cette raison, je pense que la condition préalable à la liberté de décision des femmes est l'absence de toute forme de violence dans la famille. Quand nous savons que la violence domestique est le fléau du monde le mieux partagé géographiquement et socialement, c'est donc par là qu'il faut commencer, et c'est l'occasion qui m'est donnée. Je voudrais l'utiliser pour rappeler ce qui a déjà été annoncé sur cette tribune aujourd'hui, c'est-à-dire la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe contre les violences faites aux femmes en général et en particulier aussi les violences domestiques, pour dire que cette convention est, à mon avis, la main tendue des femmes de l'Europe au-dessus de la Méditerranée vers les femmes de l'Afrique du Nord, parce que c'est le premier pas vers une autonomisation et vers une participation pleine et entière, non seulement dans la famille, mais aussi dans la société. Il faut en effet retenir, et la Suisse a fait l'exemple et peut servir d'exemple à ce sujet, que la violence domestique n'est pas seulement un sujet d'égalité et de droits de l'homme. La violence domestique est un facteur économique énorme. La Suisse a eu l'idée en 1988 de calculer ou de faire expertiser le coût de la violence domestique pour la communauté nationale. Et je ne me rappelle pas les chiffres et je ne pense pas que le chiffre soit intéressant en soi, mais il a prouvé que l'impact économique dans la société de la violence domestique est énorme. C'est donc une question
importante non seulement du point de vue de l'égalité des droits de l'homme et de la femme, mais c'est une question économique dont le coût doit être calculé, et je pense que c'est un argument stratégique à employer dans les nouvelles démocraties en émergence pour dire il est important que ce phénomène soit éradiqué, non seulement pour les victimes primaires, mais également pour la société entière qui est victime, parce que d'un côté, cela lui coûte beaucoup, et de l'autre côté, la perte d'autonomie des femmes, et une des collègues qui était à la table d'abord ici pour le groupe de travail précédent a dit que le PIB augmenterait je pense que c'était vous, de 15% si les femmes avaient un accès égal au travail payé. Ça aussi, je pense, est un argument économique à faire valoir stratégiquement dans les discussions qui vont s'annoncer pour dire c'est important, ce n'est important pas seulement pour les femmes, c'est important pour l'égalité, c'est important pour l'économie et c'est important pour le développement, dans la communauté internationale. Égalité, ça veut dire non pas seulement sur le papier, mais égalité en fait, c'est-à-dire aussi égalité en termes d'argent. Une deuxième très brève remarque qui, à mon avis, doit être partagée et vue dans le contexte de ce workshop, c'est-à-dire le congé parental. Il est possible que le congé parental ne soit pas encore une notion connue dans les démocraties émergentes. Il reste un fait que le congé de maternité, qui ne peut évidemment concerner que la femme, peut contenir et contient à coup sûr un élément d'égalité important pour l'autonomisation des femmes. Si les jeunes femmes en âge de procréer subissent une discrimination à l'embauche, c'est en fait en raison de la possibilité de donner la vie et de causer ainsi des absences au boulot pendant non seulement la période précédant immédiatement l'accouchement et celle qui lui succède, mais également quand le système social sera plus développé, de pouvoir bénéficier d'un congé parental. Ce congé parental, si jamais il en est question, il faut, à mon avis, veiller à ce qu'il soit obligatoirement partagé entre les mères et les pères pour que subsiste sur la discrimination de la femme à l'embauche que la partie congé de maternité et sur cette partie du congé, il n'y a pas de contestation parce que la différence biologique de la femme fait que cette partie du congé ne prête pas à discussion. Si au-delà, il n'y a aucune différence à embaucher une jeune femme plutôt qu'un jeune homme, je crois qu'un pas important vers l'autonomisation des femmes aura été accompli dans les pays dont les législations sont maintenant en devenir. Et je pense que l'exemple prouve, par exemple, au Rwanda, pour prendre un exemple vraiment dramatique, que les grands changements sont l'occasion unique de faire des pas de géante. Parce que dans les démocraties déjà établies, la situation est telle que les différences sont minimes et que les batailles sont d'autant plus grandes pour des pas minuscules. Il faut donc profiter de ce renouveau général pour faire mieux que ce qui existe dans la plupart de nos pays à l'heure actuelle, parce que la chance et le prix que vous avez payé pour avoir cette chance doit servir à établir en fait et en droit cette égalité pour laquelle nous nous battons tous. Merci.